C'est l'histoire d'un papillon qui sortait de son cocon à l'image du bonheur, s'envolant de fleur en fleur. Vous êtes tibétologue, vous êtes spécialiste particulièrement du bouddhisme tibétain, vous enseignez à l'Université catholique de Louvain en Belgique, et puis vous êtes auteur et traducteur de nombreux ouvrages sur le bouddhisme. Sur ces réflexions que nous inspire la crise du Covid, est-ce qu'on peut revenir sur la notion d'interdépendance qu'elle peut révéler? Pendant cette crise, on s'est aperçu qu'on était tous liés. Oui, l'interdépendance, en fait c'est un mot assez simple, mais en réalité c'est la coproduction conditionnelle de tous les phénomènes. C'est-à-dire chaque phénomène s'appuie sur d'autres phénomènes qui, en produisant le nouveau phénomène, se détruisent. Donc c'est quelque chose qui est une production permanente de phénomènes, mais qui sont, eux, totalement transitoires, mais qui s'échafaudent les uns sur les autres. Donc on ne peut pas considérer un phénomène tout seul isolé. Et ça, c'est très important, justement. C'est là où il y a vraiment une interdépendance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, quoi qu'il arrive dans la vie, dans l'existence, aussi bien personnelle que collective, sans penser à tous les éléments qui peuvent contribuer. Et dans la situation actuelle, on le voit vraiment très fortement, tout est complètement interrelié. C'est une notion particulièrement bouddhiste, l'interdépendance, mais certaines plumes de la philosophie occidentale y ont pensé aussi. Oui, mais d'une façon beaucoup plus partielle. Disons que le Bouddha, c'est vraiment le point fort de son enseignement. Mais par contre, effectivement, on retrouve des éléments comme ça un peu chez les stoïciens, on retrouve cela également chez Spinoza, et puis aussi et surtout chez David Hume, qui est un grand philosophe du XVIIIe siècle, qui a vraiment pensé que nous étions des faisceaux de circonstances et non pas des êtres à part entière. Si on est des faisceaux de circonstances, nécessairement les circonstances sont interdépendantes. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples justement du fait qu'on ait pu éprouver chacun l'interdépendance pendant cette crise? Eh bien, disons qu'on l'a éprouvé dans le fait de manquer peut-être du rapport à l'autre, mais aussi dans le fait qu'on se rend compte que tout, par exemple, dépendait d'un commerce totalement délocalisé, que ça révèle des faiblesses énormes au niveau de la structuration de notre société, de l'économie, et qu'en fait on est extrêmement fragile, et qu'on ne peut pas se permettre de claironner qu'on est tout à fait indépendant quand en fait on est totalement à la merci finalement d'événements qui commencent à l'autre bout du monde, qui nous atteignent en plus assez rapidement, et qui en plus posent des tas de problèmes de ravitaillement, de circulation. D'équipement aussi. D'équipement, exactement. Voilà. Alors c'est une prise de conscience qui va nous permettre d'avoir des thèmes de réflexion pour l'avenir, des conseils aussi peut-être. On s'est aperçu que cette pause dans nos vies nous avait permis peut-être de moins consommer. La consommation, on est dans une économie qui ne pense que PIB, on ne pense que croissance. Mais comment on peut croître dans un monde qui est clos? Déjà, on peut pas croître indéfiniment, ça c'est impossible. Et comme dirait David Lloyd, qui est un bouddhiste un peu engagé, il dit en fait pourquoi toujours plus alors que plus ne sera jamais assez. Et c'est bien le problème de notre condition actuelle, c'est-à-dire que l'homme croît aussi bien en population, aussi bien en désir, en puissance, mais en même temps il s'affaiblit. Et là on le voit. En fait, derrière cette croissance et cette montée en puissance, il y a en réalité un affaiblissement, une fragilité qui apparaît. Parce qu'on n'a pas tenu compte de l'interdépendance. Limiter un petit peu sa consommation personnelle, ça peut s'orienter comment? Est-ce que vous avez des conseils précis? Je dirais un petit peu comme dirait Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Est-ce qu'on a besoin de tous ces gadgets? Là, on va peut-être nous imposer la 5G. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G? Sur le 4G, ça va très bien, merci. Alors qu'en fait, on va être amené plutôt à freiner un certain nombre d'éléments de notre existence pour pouvoir survivre, parce qu'il s'agira bientôt de survie de l'humanité.
Je pense que des gens comme des scientifiques comme Aurélien Barraud ont raison d'alerter l'opinion. Il serait temps peut-être d'écouter les scientifiques là où on les écoute pas. Vous voyez, parce que effectivement, il faut changer de civilisation. Très concrètement, par exemple, on peut limiter, pour ceux qui ne sont pas déjà végétariens, limiter la consommation de viande, parce que là aussi, c'est tout un cycle de production. Oui, parce que la viande, on sait très bien que d'abord, il y a toute la souffrance animale. Quand on construit aussi quelque chose sur la souffrance d'autres êtres, le résultat ne peut pas être heureux, franchement. Et ça aussi, c'est de l'interdépendance. Mais d'autre part aussi, c'est que effectivement, la consommation de viande animale, ça veut dire du bétail qui souffre, mais aussi qui consomme énormément d'eau, qui consomme énormément de céréales. Ces céréales pourraient être réemployées différemment. On pourrait utiliser complètement différemment l'agroalimentaire. Et en fait, tout est concentré sur une biomasse, en plus animale, qui croît au niveau des animaux. Et en fait, qui contribue en fait à la pollution et à la destruction en fait de l'environnement de notre planète. Mmh. Donc, on pourrait faire une pierre deux coups. Vous voyez, éliminer la souffrance animale, recréer des petits élevages, par exemple, déjà, même sans être forcément végétarien complètement, mais au moins que les animaux vivent une vie avant, justement. Là, on a vraiment des animaux qui ne vivent pas, qui sont véritablement choséifiés. Et ça, c'est vraiment... On peut pas construire quelque chose là-dessus. Et notre corps est construit à partir de ce que nous mangeons. Oui. Il y a d'autres aspects aussi. On s'est aperçu qu'on pouvait très bien vivre sans prendre particulièrement de moyens de transport qui vont loin et vite, comme l'avion ou le train. Donc ça aussi, on peut peut-être réfléchir à limiter. Oui, c'est-à-dire les voyages, il ne s'agit pas de s'arrêter totalement de voyager, mais on peut raisonnablement éviter de prendre l'avion à tout bout de champ, et notamment sur les lignes intérieures déjà, parce que les lignes intérieures, c'est une catastrophe. Il y a vraiment un gros problème de politique à ce niveau-là, parce que si on favorise effectivement le transport aérien qui coûte moins cher que le train, on va pas aller dans le sens d'une écologie, effectivement, et ça, c'est vraiment, c'est des choix de société. Il faut vraiment les faire au niveau individuel. Il vaut mieux prendre le train, en effet. Et puis pour les longs voyages, disons que c'est peut-être moins le problème, mais à condition d'en faire moins. Une autre piste aussi, respecter l'eau. Oui, parce que l'eau, ça va être un des gros problèmes. Il y aura des guerres probablement qui seront liées à l'eau. Donc, on ne se rend pas compte à quel point l'eau, qui est abondante chez nous et qui a l'air tout à fait gratuite, à l'heure actuelle, il y a une prédation sur l'eau de grandes compagnies également, ce qui est absolument hallucinant de voir que l'air bientôt peut-être sera payant. Il est absolument impossible d'imaginer une société qui fonctionne correctement sur ce modèle. Donc, l'eau, c'est un bien précieux. Il faut commencer vraiment à le prendre pour quelque chose de précieux. Si on prend l'eau comme étant précieuse, on évite de faire une douche qui va durer une demi-heure. On essaye de faire attention à ce que l'on fait. On prend moins de bains, peut-être. Mais au moins, on fait les choses d'une façon avec une conscience. Une conscience que cette eau, sans l'eau, la vie sur Terre est impossible. Et il y a beaucoup d'êtres qui manquent d'eau, qui sont obligés d'aller à un puits qui se trouve à 1 kilomètre ou 2, qui est à moitié asséché, etc. Dans tous les pays vraiment du tiers-monde, il y a vraiment énormément de problèmes d'eau. Donc ne soyons pas égoïstes. Et puis, avec le réchauffement planétaire, évidemment, les glaciers fondent, il y aura beaucoup moins d'eau qui arrivera également par les rivières, puisque en fait, s'il n'y a pas de montagne, s'il n'y a pas de glacier, s'il n'y a pas de neige, il n'y aura pas d'eau. Une autre piste aussi, c'est celle de la contemplation, parce qu'on s'est aperçu, en ayant plus de temps, en ralentissant, que finalement il y avait beaucoup de beauté autour de soi, sur la nature, le monde animal, là aussi. Justement, on peut apprécier, dès l'instant où on va pouvoir enfin se déconfiner, ne pas aller n'importe comment dans la nature, apprécier véritablement la verdeur des arbres, le chant des oiseaux qu'on entend beaucoup plus. C'est extraordinaire comment le monde animal se réveille également de cette peur qui est occasionnée par l'homme, qui occupe tous les espaces. Et même le virus, il est
très lié à cela, indépendamment. On peut pas, disons, songer à cette crise sans songer que les animaux que l'on accuse, disons, de nous avoir transmis le virus sont des animaux qui ne devraient pas déjà être consommés par l'homme. Ce sont des animaux sauvages qui sont normalement dans des forêts profondes et qui en plus ne devraient pas être approchés de l'homme comme ils le sont maintenant. C'est à cause de la déforestation. Donc prendre soin vraiment de notre environnement naturel, c'est indispensable. Indispensable. Ça fait partie des réflexes qui pourront peut-être nous aider à survivre dans le futur. Finalement, Philippe Cornu, si on accepte cette pause du Covid, vers quoi peut-on réorienter le dynamisme des êtres humains ? Vers une créativité qui n'est pas forcément justement du gaspillage, une créativité beaucoup plus intériorisée. On peut être très inventif en tant qu'être humain, on a cette capacité. Arrêtons de nous projeter vers l'extérieur, arrêtons de projeter cette espèce de désir de puissance sur le monde extérieur. Nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas en dehors de la nature. C'est l'aberration de cette position occidentale du naturalisme qui veut que la nature soit quelque chose que l'on manie pour le bien de l'être humain. Mais l'être humain, à force de manier la nature, il la détruit, il la cuit, il la stérilise complètement. Et en fait, en se stérilisant cette nature, en fait, elle n'est plus capable de nous nourrir véritablement. Les récoltes sont de moins en moins favorables non plus à la nourriture. On sait qu'il y a une déperdition des nutriments dans les végétaux. Donc ça veut dire qu'on a des carences qui vont arriver, etc. Donc il faut arrêter de consommer la nature. Et on doit vivre avec la nature et non pas consommer la nature. Sinon on est des ogres. On n'est pas des êtres humains. Est-ce que vous pensez que les êtres humains vont profiter de cette opportunité de changer ? Il faut l'espérer. Vous voyez, le virus, c'est un symbole, parce que moi, je me rappelle toujours dans Matrix, c'est l'agent Smith qui dit à Morpheus que les êtres humains sont les virus de la planète. Qu'en fait, ils se multiplient et qu'ils détruisent tout leur environnement, tout ce qui leur permet de vivre. Et il faut prendre conscience que si on veut pas être des virus, il faut vraiment totalement réfléchir autrement. C'est vraiment un regard qui se tourne plus vers l'intérieur pour aller mieux vers les autres. Et quand je dis les autres, c'est pas seulement les êtres humains, c'est également les animaux, c'est également les plantes, c'est également tout ce qui fait que cette terre est bonne à vivre. Juste un dernier mot, on aura beaucoup entendu cette formule « prenez soin de vous », qui est une formule peut-être plus profonde qu'elle n'en a l'air. Oui, parce que sans prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin d'autrui. Beaucoup de gens vont trop mal pour pouvoir prendre réellement soin d'autrui. Même si on se précipite dans l'aide d'autrui, si on va mal soi-même, ça n'aura pas de bons effets. C'est extrêmement important d'avoir un bon rapport avec soi-même, de d'abord se réconcilier avec soi-même. Et à ce moment-là, on peut aller vers l'autre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.